Et si le véritable séisme en Afrique de l'Ouest ne venait ni de Paris ni de Washington, mais d'un jeune capitaine inconnu et d'une alliance née dans l'ombre? Imaginez un instant, à la frontière nord du Nigeria, une tension sourde enfle, loin des regards, alors que le capitaine Ibrahim Traoré bouscule l'ordre établi. Il ne se contente pas de défendre le Burkina Faso, il transforme la souveraineté en arme, la brandit face aux géants nigérians. Ce n'est plus une simple question de tracer sur une carte, ni une rivalité diplomatique classique. L'Alliance des États du Sahel, l'AES, impose soudain sa propre loi. Elle n'attend plus l'aval d'Abuja, ni celui de la CEDEAO. Traoré et ses alliés décident seuls, affichant une indépendance qui bouscule tout l'équilibre régional. Dans l'histoire de la région, rares sont les bouleversements de cette ampleur. On se souvient par exemple du choc provoqué par la chute de Thomas Sankara dans les années 80. Mais là, c'est tout un système qui vacille. Sans bruit, le Nigeria, jadis incontournable, sent son influence glisser entre ses doigts. Ses partenariats économiques se fissurent, ses routes commerciales se rétrécissent, ses marges de manœuvre sécuritaires s'effritent. L'AES verrouille ses frontières, contrôle ses ressources et redessine les règles du jeu. Si Abuja ne réagit pas, la perte sera immense. Leadership, sécurité, prospérité. À la clé, une recomposition historique dont les conséquences pourraient bouleverser toute la sous-région pour des décennies. Pour mieux comprendre, rappelons-nous la recomposition de l'Europe de l'Est après la chute du mur de Berlin en 1989. Là aussi, des alliances anciennes se sont effondrées du jour au lendemain, emportant avec elles des certitudes que l'on croyait immuables. Mais qui est ce capitaine Traoré et comment a-t-il réussi à rallier des États autrefois rivaux derrière lui? Pour comprendre la portée de ce bouleversement, il faut revenir aux origines de l'AES et à la montée fulgurante de son leader. Des décennies durant, Abuja s'est imposé comme l'arbitre sans rival de l'Afrique de l'Ouest. Mais soudain, tout vacille. L'ascension du capitaine Ibrahim Traoré et la naissance de l'Alliance des États du Sahel renversent la logique régionale, ébranlant la suprématie du Nigeria au sein de la CEDEAO. Cela rappelle la montée en puissance de l'Inde dans la région de l'Asie du Sud, bousculant la domination traditionnelle du Pakistan. Ce géant démographique, fort de plus de 200 millions d'âmes et doté de la plus vaste armée du sous-continent, façonnait l'ordre à son avantage. Intervention militaire, contrôle des transitions, arbitrage des crises, Abuja décidait, la région suivait, docilement ou à contre-cœur. On pourrait comparer cette posture à celle de l'Allemagne vis-à-vis de l'Union européenne, où sa puissance économique et politique oriente souvent les choix collectifs. Ce monopole s'effrite brutalement. Lorsque le Burkina Faso, le Mali et le Niger ferment leurs frontières, ils coupent net les routes des trafiquants, groupes armés et mercenaires qui, jusque-là, traversaient le Sahel sans entrave. Désormais, ce flot s'accumule aux portes nord du Nigeria, transformant la frontière en une ligne de front explosive. Auparavant, le Nigeria parvenait à gérer ces flux grâce à une stratégie de tampon, laisser le chaos du Sahel s'évaporer dans le désert. Aujourd'hui, cette soupape a sauté. Les groupes armés privés de passage s'accumulent et le risque de déstabilisation interne grandit. C'est un peu comme lorsque la Turquie a décidé, en 2015, de fermer ses frontières aux réfugiés syriens, créant une crise à la porte de l'Europe. La menace sécuritaire a changé de camp. Pour Abuja, ce déplacement du chaos sahélien n'a plus rien d'abstrait. Le danger est tangible, immédiat, exposant les failles d'une armée jusque-là réputée redoutable. Les analystes nigérians redoutent désormais une contagion des violences, comme cela s'est produit au Congo dans les années 90 après l'afflux de réfugiés rwandais. Mais l'enjeu est bien plus vaste que la sécurité. Traoré incarne une souveraineté intransigeante, un rejet frontal de l'ordre post-colonial qui séduit une jeunesse en quête de rupture. Ce discours gagne du terrain, sapant la légitimité de l'hégémonie nigériane et proposant une alternative panafricaine audacieuse. Autonomie totale, rejet de toute tutelle étrangère, qu'elle soit occidentale ou régionale. Prenons l'exemple de la révolution éthiopienne menée par Meles Zenawi dans les années 90, qui prônait une voie africaine indépendante, loin des modèles imposés. Traoré suit une logique similaire. Il veut convaincre les peuples que l'émancipation passe par une rupture radicale avec les anciennes puissances. Le Nigeria, s'accrochant à ses anciens schémas de domination, risque l'isolement. S'il refuse de reconnaître ce nouvel ordre, il pourrait se retrouver marginalisé, exclu d'un jeu où il n'impose plus ses règles, mais doit désormais les subir. C'est un scénario déjà vécu par l'Argentine lors de la montée du Brésil au début du XXIe siècle, où l'ancien leader régional s'est retrouvé relégué au second plan.
Ce choc de l'AES ne bouleverse pas seulement les équilibres militaires, il rebat aussi les cartes économiques et stratégiques de toute l'Afrique de l'Ouest. L'onde de choc ne fait que commencer. Dans les capitales ouest-africaines, chacun scrute les nouveaux rapports de force. Quelles alliances survivront à cette tempête? Quels pays choisiront de rejoindre la vague de changement et lesquels s'accrocheront au statu quo? Quand l'or et l'uranium se transforment en leviers de pouvoir, l'équilibre régional s'effondre. L'armée nigériane, jadis incontournable, assiste impuissante à la montée d'une nouvelle force, l'Alliance des États du Sahel. Sous la poigne du capitaine Traoré, l'AES ne s'est pas contentée de nationaliser ses richesses. Elle a fait de l'économie une arme diplomatique. Les contrats hérités des compagnies occidentales ont été balayés, ouverts à la Russie, à la Chine, à la Turquie. Désormais, chaque gramme d'or, chaque minerai sert à négocier des alliances militaires et politiques hors du champ traditionnel. Prenons un exemple concret. Au Niger, la révision des contrats sur l'uranium a permis de négocier avec Rosatom, l'entreprise russe, une construction de centrales nucléaires à usage civil, créant des emplois locaux et réduisant la dépendance énergétique. Au Mali, l'ouverture des mines de lithium à des capitaux turcs a donné naissance à des usines de batteries exportées vers l'Asie. Pour le Burkina Faso, la réorganisation des filières d'or a permis d'augmenter de 50% les recettes publiques en moins de 2 ans. Pour le Nigeria, c'est une secousse historique. Abuja, autrefois plaque tournante du commerce régional, voit disparaître en quelques mois des milliards de flux qui cimentaient en son influence. L'AES n'attend plus l'aval du Nigeria ni celui de la CEDEAO. Elle montre qu'on peut ignorer, voire défier, le géant d'Afrique de l'Ouest. Sur le plan sécuritaire, la rupture est totale. L'AES militarise le Sahel à grande vitesse, excluant le Nigeria de toute coordination. Fini l'époque où Abuja pilotait la sécurité régionale. Les frontières se ferment, les informations se raréfient, les opérations s'organisent sans consultation. Pour donner une idée de l'ampleur du changement, il faut se souvenir que, lors de la crise ivoirienne en 2010, c'est Abuja qui avait coordonné l'intervention régionale. Aujourd'hui, la moindre opération militaire d'envergure se décide à Bamako ou à Ouagadougou, sans même consulter les services nigérians. Et l'AES ne s'enferme pas derrière ses frontières. Elle s'ouvre à des partenariats militaires inédits, instructeurs russes, drones turcs, systèmes chinois. Le Sahel, autrefois chasse gardée du Nigeria et de l'Occident, devient laboratoire de nouveaux équilibres mondiaux. Les exercices conjoints entre les forces maliennes et les mercenaires du groupe Wagner, la livraison de drones Bayraktar turcs au Burkina Faso ou encore la formation de pilotes nigériens en Chine sont autant d'exemples d'une diversification accélérée. Résultat, Abuja, ancien pilier de la région, est relégué au rang de spectatrice. Son ambition de puissance s'effrite face à une réalité brutale. Elle n'a plus prise sur les ressources, ni sur l'information, ni sur les décisions stratégiques prises à Bamako, Ouagadougou ou Niamey. L'enjeu dépasse l'orgueil national. Perdre le contrôle du Sahel, c'est ouvrir la porte à l'instabilité, au trafic, à la violence jusque sur le territoire nigérian. C'est aussi voir s'éloigner le rêve d'une Afrique de l'Ouest façonnée par ses propres mains. Mais cette nouvelle donne n'est pas sans danger pour l'AES elle-même. Sur le terrain, chaque avancée s'accompagne de tensions inattendues et de fragilités internes. Ce qui n'était au départ qu'un défi militaire s'est métamorphosé, sous nos yeux, en une fièvre politique et sociale qui secoue chaque recoin de l'Afrique de l'Ouest. Le capitaine Ibrahim Traoré n'est plus seulement le visage de la résistance aux ingérences étrangères. Il incarne désormais la révolte d'une jeunesse africaine épuisée par la corruption, la stagnation et la soumission. Sa parole tranchante, sa volonté de rupture et son audace captivent une génération assoiffée de dignité, bien au-delà du Sahel. Au Nigeria, l'inquiétude monte. À Abuja, les élites redoutent que le modèle de l'Alliance des États du Sahel n'inspire une vague d'insubordination. Les jeunes Nigérians rêvent soudain d'un autre avenir, questionnent l'autorité, guettent les failles d'un système qui ne leur offre ni espoir, ni perspective. En 2023, une enquête menée à Lagos révélait que 70% des jeunes interrogés se disaient prêts à soutenir un mouvement politique alternatif inspiré du Sahel. Un chiffre qui alarme le pouvoir, déjà fragilisé par l'inflation et l'insécurité. La légitimité d'Abuja s'effrite, car en face, l'AES séduit par sa clarté et la force tranquille de son indépendance affichée. Là où les vieux pouvoirs s'embourbent dans les compromis, Traoré propose un récit radical, une vision panafricaine qui rallie les foules et fait trembler les palais présidentiels. Mais la secousse dépasse largement les frontières nigérianes.
L'ordre régional, jadis incarné par la CEDEAO, chancelle. Les alliances forgées en plusieurs décennies se fissurent. Chacun doit choisir, rejoindre l'AES, s'accrocher au statu quo occidental ou tenter de jouer sur tous les tableaux. La région s'enfonce dans la polarisation. Les anciennes certitudes s'évaporent. Cette rupture idéologique s'accompagne de tensions internes, manifestations, radicalisation, fragmentation sociale. Les risques grandissent. Le moindre faux pas pourrait plonger l'Afrique de l'Ouest dans plusieurs années de violence et de déclin. On pense à la Yougoslavie des années 90, où la fragmentation politique a entraîné une décennie de conflits. Pourtant, l'histoire offre aussi des exemples contraires. Au Rwanda, après le génocide, une gouvernance inclusive a permis de reconstruire une société plus résiliente. À présent, il ne s'agit plus d'une simple rivalité d'influence, mais bien de la survie de l'unité nigériane et de la stabilité du continent tout entier. Un seul écart pourrait anéantir une génération d'espoir et consumer la promesse d'autodétermination. La suite dépendra de la façon dont chaque acteur va interpréter ce moment charnière. L'Afrique de l'Ouest, suspendue à ce souffle de changement, retient son souffle. Face à l'irruption de l'Alliance des États du Sahel, conduite par le capitaine Ibrahim Traoré, le Nigeria et ses voisins vacillent. Faut-il s'accrocher à l'ancien modèle ou s'ouvrir à la nouveauté ? Jamais la question n'a été aussi brûlante, car l'ascension fulgurante de l'AES fait voler en éclats les certitudes régionales. Le constat est saisissant, les recettes d'hier n'apportent plus de solution. Pendant de longues années, la CEDEAO misait sur les sanctions, les menaces voilées ou un dialogue routinier pour contenir les crises. Mais chaque sanction a creusé le fossé. Chaque menace n'a fait que souder les nouveaux blocs autour de leur cause. L'ancien ordre s'effrite, tandis que l'AES façonne une légitimité inédite, plus ancrée dans la défiance et la soif de souveraineté. Prenons pour exemple la crise gambienne de 2016. La menace d'une intervention militaire orchestrée par Abuja avait suffi à obtenir la démission du président Jammeh. Aujourd'hui, ce levier n'impressionne plus personne dans le Sahel. S'obstiner à utiliser ces outils équivaut à s'enfoncer dans l'impuissance. Désormais, l'alternative est sans appel, innover ou disparaître. Il s'agit de repenser le dialogue, d'inclure la jeunesse, la société civile et ces nouvelles élites militaires qui captent l'aspiration populaire. Certains réclament une refonte profonde de la CEDEAO pour en finir avec l'image d'un instrument réservé aux puissants et l'ouvrir à la pluralité des voix. D'autres rêvent d'alliances hybrides, capables de dépasser les anciennes frontières idéologiques pour répondre aux besoins de sécurité, d'emploi et de souveraineté. Il faut inventer sans s'isoler. L'exemple de l'AES fascine, mais le risque d'un isolement conflictuel plane. Seule une souveraineté ouverte, apte à négocier d'égal à égal avec l'extérieur sans se refermer, permettra d'éviter les pièges du passé où l'orgueil national menait à la pauvreté et aux conflits sans fin. Sur le plan économique, la mutation est déjà en marche. Les échanges autrefois orientés vers l'Europe et l'Amérique du Nord s'inclinent désormais vers la Chine, la Russie ou la Turquie. Rester spectateur serait fatal. Il faut anticiper, investir dans la transformation locale, l'industrialisation et la valorisation de nos propres ressources, sous peine de voir les opportunités filer chez d'autres. Voici quelques pistes concrètes. Développer des zones industrielles transfrontalières, s'inspirer de l'exemple des parcs technologiques du Rwanda ou du Maroc, investir dans les chaînes de valeur agricoles pour réduire la dépendance alimentaire, ou encore créer des universités régionales qui forment aux métiers du numérique et de la transition énergétique. Mais l'enjeu suprême se joue sur le terrain de la jeunesse et de la modernisation. La jeunesse ouest-africaine, nombreuse et connectée, incarne la promesse d'un renouveau. Lui offrir un avenir crédible, des emplois et une gouvernance éthique, c'est arracher la région à la fragmentation et à la résignation. Moderniser les armées, non pas pour réprimer, mais pour protéger, pose les bases de toute ambition régionale. On pourrait imaginer, par exemple, un service civique régional où chaque jeune aurait la possibilité de s'engager pour le développement local, l'éducation ou la santé, à l'image du service national universel en France. Le choix est vertigineux. Apprendre du passé pour éviter la marginalisation ou saisir l'occasion de retrouver une place légitime dans une Afrique qui se réinvente sous nos yeux. Mais au-delà des choix politiques, une autre bataille se profile, plus souterraine et plus décisive encore, celle du récit, qui imposera sa vision du futur africain, car l'histoire n'est jamais écrite d'avance. Rappelons-nous le cas du Ghana, qui sous Kwame Nkrumah avait rêvé d'unir le continent sous une même bannière. Aujourd'hui, c'est une nouvelle génération qui tient la plume, celle de la société civile, des entrepreneurs, des artistes et des enseignants.
Le prochain geste vous appartient. Partagez-le dans les commentaires. Depuis le début, une question obsède cette histoire. Face à l'irréversible, où faut-il placer notre espoir? Défendre l'ordre ancien avec ses décennies de dépendance et de promesses non tenues, ou miser sur l'inconnu en soutenant la vague de rupture que symbolise l'alliance des États du Sahel? Ce choix n'a rien de théorique. Il redessine déjà la vie de millions de personnes, franchit les frontières et pèsera lourd sur l'avenir de toute une région. Les décisions prises aujourd'hui ne sont pas seulement politiques ou militaires, elles fixent la réalité de la souveraineté, de l'accès aux ressources et de la capacité à écrire une histoire nouvelle. Peut-on vraiment se satisfaire d'un statu quo qui n'a jamais tenu ses promesses, ou faut-il risquer l'instabilité, guidée par la flamme panafricaniste, pour briser enfin les cycles de domination? La peur du vide est réelle, mais l'opportunité de tout transformer l'est tout autant. Et vous, de quel côté penchez-vous? La transformation du Sahel, menée par Traoré et l'AES, n'est pas qu'un épisode géopolitique. C'est peut-être le début d'une refondation historique ou le prélude à une longue période d'incertitude. Les puissances voisines observent, doutent, réagissent. Mais dans la tourmente, une évidence émerge. Désormais, la clé du futur appartient à la société civile, à la jeunesse, à tous ceux qui vivent les conséquences chaque jour. Alors, à l'heure où l'ordre vacille, qui doit écrire la suite? Les dirigeants, les alliances ou vous? Votre voix compte. Sondez vos rêves, pesez vos peurs et répondez-nous. Faut-il défendre l'ancien ou embrasser le